Ah bah dis donc, ça rigole plus sur House of the Dragons, les amis. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, les amis. C'est avec un peu de retard que je vais vous proposer la critique des épisodes 4 et 5, plus l'épisode 6, sorti aujourd'hui, le 22 juillet 2024. Cette série, c'est vraiment de la bonne, hein. Vraiment. En termes de mise en scène, c'est vraiment du très très lourd, c'est assez bien écrit, voire même très bien écrit. Même si, bon, il y a des trucs que je suis pas très fan, mais globalement, ça fait plaisir. Parce que, bon, là, je viens juste de finir The Acolyte. J'ai pleuré des larmes de sang. Je vous prépare une vidéo critique un peu plus tard. J'ai la flemme de la faire d'ailleurs. Mais là, ça fait plaisir, tu vois. C'est comme si tu passais d'un fast-food flingué au sol, donc The Acolyte, à un repas 3 étoiles, tu vois. C'est House of the Dragon, c'est du très très bon. Donc c'est parti pour la critique, les amis. Comme d'habitude, à commencer la VOD, le petit pouce bleu, le petit abonnement si vous êtes nouveau. Pensez également me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description, notamment tout ce qui est lien en rapport avec le jamming, parce que oui, je fais du jamming à mes heures très perdues. Donc, alors, première partie sans spoil, même si bon, elle va être assez courte. L'épisode 4 est actuellement, je pense, l'épisode le plus impressionnant en termes de bataille, en termes d'épicness. C'est voilà, c'est il y a de la bataille, ça, il y a le budget de l'épisode 4, je pense, c'est l'un des plus importants pour l'instant en tout cas. Mais ça met aussi en perspective ce qui a été déjà annoncé à maintes reprises, c'est que cette glaire va faire des dégâts. Ça a été dit déjà à plusieurs reprises. Là, on a un aperçu de ce qui les attend, en fait, tout simplement. Donc, très très bon épisode 4. Épisode 5, on voit que... enfin, on revient sur l'aspect jeu de trône. Et on voit que les pouvoirs... Enfin, le pouvoir plutôt, il a du mal à rester à un seul endroit en fait. Depuis le début, ça se bataille justement pour ce pouvoir. Donc, on retourne dans le jeu de pouvoir dans l'épisode 5 avec quelques, comment dire, déplacements des forces. Ça change un peu plus la direction de ce conflit. Et puis on termine par un épisode 6 qui... comment dire? C'est un épisode de transition. En fait, Rhaenyra, elle veut participer à l'action, mais elle peut rien faire. Voilà. Depuis le début, enfin depuis plusieurs épisodes, elle le constate. Elle a envie d'être dans le feu de l'action, mais voilà, elle peut pas. Elle peut pas, évidemment. Si on prend la reine, bah, il y a plus de bataille, c'est-à-dire que c'est échec et mat, et du coup tout le monde meurt en fait. En gros c'est ça, si la reine est prise ou elle décède, à un moment il le dit, bon bah il y a plus de combat, c'est tout le monde meurt, tout le monde va être, enfin tout le monde va être, soit ils vont finir au cachot, soit ils vont mal finir. Mais d'un autre côté, voilà, ça bouillonne en elle. À un moment donné, voilà, elle prend une épée et elle se dit voilà, ma vie serait plus simple si j'étais né homme, voilà. Bah, à un moment, il dit ça à peu près. Et donc, sauf qu'en fait, on a pour une fois une guerre. Enfin, en tout cas, je parle de House of the Dragons, hein, de la saison 1 à la saison 2. On a une guerre qui se profile, mais cette fois-ci avec des femmes aux commandes. Enfin, initialement, Alicent était plus ou moins la maîtresse de jeu, puis bon, très vite, elle a été déplacée. Mais du côté de Rhaenyra, ça reste. Sa première guerre, et puis c'est une guerre voilà, d'un point de vue d'un personnage féminin, et il le dit, hein, elle serait née homme, elle aurait commencé sa jeunesse avec une épée en main, sauf qu'elle n'a pas eu droit à ça, elle a plutôt eu accès à la connaissance, et du coup elle fait la guerre différemment. Elle utilise ses connaissances notamment pour essayer de trouver des nouveaux alliés. Donc il y a de l'idée, hein, il y a de l'idée. Bon, ça fonctionne pas comme elle veut, mais il y a de l'idée. Donc voilà, globalement, ce sont 3 très très bons épisodes, pas grand chose à critiquer. Peut-être qu'il y a la présence de certains personnages qui font un peu
comment dire, on a l'impression que pendant que ça évolue à gauche et à droite, il y a des personnages en fait qui font un peu du surplace. Sur 3 épisodes, par exemple, Daemon, j'ai pas l'impression qu'il a beaucoup évolué. On en parlera dans la partie spoiler, mais c'est pas. Alors que dans la première saison, il avait un peu plus d'impact. Là, ça fait 3 épisodes, ça ne savent pas quoi faire de lui. Voilà. Donc peut-être qu'à un moment donné, ça va se transformer en quelque chose de concret, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a rien de concret. Voilà. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour la partie non spoiler. Comme j'ai dit, hein, je vais aller à l'essentiel. Donc maintenant, on va entamer la partie spoiler. Donc si vous avez raté, enfin si vous n'avez pas encore vu l'épisode 6, je vous invite à quitter la vidéo et à revenir un peu plus tard. Mais avant de partir, mettez quand même un petit pouce bleu et vous abonnez pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, entamons maintenant la partie spoiler. Putain, mais c'est pas possible. Un, deux, un, deux, un, deux. On va commencer par l'épisode 4 qui marque un tournant dans la vie de Rhaenys, si je peux dire ça comme ça. Donc un épisode centré sur Rhaenys qui a eu droit vraiment à des très jolis plans. Alors je suis pas très fan sur comment se déroule le combat parce que comment dire, c'est un peu facile, mais en même temps, t'avais l'impression qu'elle avait envie d'en découdre et de finir là-dessus, en fait. Ce plan-là, c'est le fameux plan où elle réfléchit. Elle peut partir. En fait, là, elle était sur le point de fuir. Et ensuite, elle se dit, non, je vais me retourner et affronter Aemon avec son dragon gigantesque, là, son mastodonte Vhagar. Et c'est très bien qu'elle a aucune chance. Donc ce plan-là, je le trouve incroyable. C'est, j'avoue, je crois qu'à un moment donné, je sais plus, il y a un personnage qui dit, voilà, son rêve c'est de finir sur un champ de bataille en tant que dragonnière, voilà. Elle se dit, bon là, peut-être que c'est mon moment, voilà. Quoi de mieux que de finir sur une bataille finale qui, elle le sait, hein, elle a aucune chance. Hein. Bon, le truc, il y a un plan de Vhagar. C'est l'impression que le truc, il mesure, je sais pas combien de... c'est un dinosaure, quoi, par rapport aux autres dragons. Alors, ce plan-là aussi, je le trouve incroyable. Le plan du dragon, je crois que c'est Élys ou Mélys. Ce regard du dragon qui dit, t'es sûr on va y aller là? Parce que bon, si tu y vas, bah moi je suis obligé de t'accompagner et on va caler tous les deux. Hein. Non, ce plan, il est incroyable. A réussi à créer de l'émotion avec un dragon, je trouve ça très très fort. C'est un plan tout con, mais voilà, elle est en train de voler. Ils ont vu la taille de Vhagar et elle s'est dit, bon, t'es vraiment sûr d'y aller là? Ce plan-là, le dragon qui tourne la tête comme ça, qui regarde du coin de l'œil sa dragonnière. Vraiment, en termes de mise en scène, ils sont forts, vraiment très très bons. Et puis, on voit l'évolution des combats. Jusqu'à présent, on avait beaucoup de combats, comment dire, homme contre homme, enfin, terrestre plutôt. Et puis de temps en temps, on a eu un dragon versus des hommes. Là, c'est la première fois qu'on nous avons, si je dis pas de bêtises, hein, c'est dragon contre dragon. Et on voit l'effet que ça fait. Tout le monde y passe en fait. Que tu sois allié ou pas, tout le monde y passe. Allié, ennemi sur face à des dragons, les dragons ils cherchent pas à comprendre, ils piétinent et ça crache des boules de feu, ça tue tout sur son passage. Et là, ce plan-là, pareil, je le trouve très très fort. Il symbolise ce qui les attend hein, en lâchant les dragons, ces armes de destruction massive. Hein. Donc, Sir Criston Cole, il s'est rendu compte durant cette bataille que la guerre a changé. Hein. Ah ouais, la guerre a changé. Et c'est pas forcément une bonne chose. Hein. Pareil, ce plan magnifique. Aemon qui
pendant la bataille, a profité pour mettre une petite bastos à son frère. Oui, il est trop fort. C'est vraiment ce personnage, peut-être le plus intéressant de la série actuellement, je trouve. Tu vois ce plan. Tu vois qu'il y a le cadavre de son frère sous le dragon, là. Et là, tu vois qu'il est parti pour finir le travail. Il a été interrompu par la présence de Sir Kristen Cole. Et là, qu'est-ce qu'il fait? J'adore ce plan. La mise en scène de House of the Dragon, c'est vraiment du très haut niveau. Hein. Là, il décide de... En fait, ce plan-là, tu peux le comprendre par deux manières. Soit il va finir quelqu'un au sol, donc utiliser son épée pour en finir, ou est-ce qu'il range son épée, tu vois. Et en fait, son action change, évidemment, enfin son attitude change quand il y a la présence de quelqu'un. Il serait tout seul, on aurait compris ce qu'il allait faire. Donc je trouve vraiment cette mise en scène vraiment très très bien pensée. C'est-à-dire qu'il est là, et puis hop, je vais ranger mon épée. Non, j'allais rien faire d'autre. Donc épisode 4, vraiment exceptionnel. Vraiment pour l'instant, je pense que c'est mon épisode préféré. Un peu triste pour le sort de Rhaenys, qui, j'ai l'impression qu'elle n'a pas terminé sa quête, tu vois. Elle finit un peu comme ça. En même temps, c'était annoncé... en fait, souvent, le sort des personnages sont annoncés par d'autres personnages, tu vois. Donc, Dragonnière qui finit au combat, c'est son destin. Bon, on enchaîne avec l'épisode suivant. L'épisode avec le changement de pouvoir. Donc, Aegon au sol. Aemon qui prend sa place. Et donc, en fait, l'épisode 5, c'est d'un côté l'équipe des Noirs qui ont un deuil à gérer. Tandis que les Verts, eux, ont une fiesta à gérer. Enfin, même si, en fait, à travers ce plan, on comprend qu'il n'y a pas vraiment de vainqueur, en fait, ni de perdant. Tout le monde est perdant. Et on revient toujours à cette idée de guerre fratricide égale frère total, où il n'y a pas de gagnant, en fait. Et donc, même si d'un côté, il semble célébrer la victoire contre Rhaenys et son dragon, au final, c'est pas une bonne chose ce qui se passe. On enchaîne avec l'épisode 6 sorti aujourd'hui. On en parlera après, mais Missandra, je crois, elle évolue. Hein. Donc, toujours en termes de mise en scène, maintenant que Aemon a pris le pouvoir, on voit tout de suite le rapport de force. Hein. Sur ce plan-là, résume exactement ce qui se passe maintenant dans le conseil. Il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui veut avoir une vision d'ensemble, et tous ceux qui sont assis, ce sont les subordonnés. Voilà. C'est les petits larbins là. Vous allez faire ce que je vais vous dire de faire. Sinon, je suis pas content. Et quand je suis pas content, il y a des gens qui meurent. Tu vois. Ce plan-là résume exactement la prise de la gestion du pouvoir par Aemon. Les deux mains sur la table. Je veux des résultats, je veux du concret, je veux que ça bouge, tu vois. Pareil, très très bonne mise en scène cet épisode. Ce plan-là aussi, je le trouve incroyable, même si vous avez l'impression que c'est juste un gros plan. Non. En fait, le plan débute avec sa mère qui se trouve dans le cadre, et son fils lui fait comprendre qu'il n'a plus besoin d'elle, et il se retire du cadre. Masterclass. Mise en scène plan très simple, mais très efficace. Mise en scène vraiment... je vous jure, hein, ça fait du bien. Je vous jure, quand t'as juste enchaîné derrière, quand t'as enchaîné avant Acolyte, et tu vois ça, tu te dis oh c'est bon. Oh, des gens qui se foutent pas de ta gueule. Donc, il dégage tout le monde de son cercle. Il veut vraiment une gestion totale du pouvoir. Alors, dans l'épisode 4, il y avait ce plan. Je pense que pas grand monde a capté, en tout cas ceux qui n'ont pas lu le livre. À un moment donné, elle parle avec un marin et elle dit votre mère, elle devait être très jolie, tout en lui caressant la joue. Tu dis oula, qu'est-ce qui se passe? Elle a faim, la dame, ou qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on découvre 2 épisodes plus tard, l'autre pièce de cette histoire, c'est qu'il s'agirait d'un fils conçu hors mariage. Voilà.
Et là, tout d'un coup, en fait, j'aimais pas trop les scènes centrées sur ce personnage, dont d'ailleurs j'ai oublié son nom. Mais je crois qu'il s'appelle Alice ou Alice. Ou je crois que c'est. Enfin bref. Et l'épisode 6 lui donne enfin comment dire, un peu plus une dimension un peu plus intéressante. Donc c'est un fils qui est issu hors mariage avec. Comment il s'appelle lui là? Corlys, c'est ça. Corlys. Qui, bon, hein, il semble s'être amusé un peu voilà, à droite à gauche. Il a d'autres fils à droite à gauche, du coup. Donc, hâte de voir comment il va évoluer. Et du coup, en fait, il a du sang noble dans les veines. Enfin, du sang targaryen. Voilà, si j'ai compris leur système de sang, là. Il a du sang important, voilà. Lui et son frère, parce qu'en fait, ils sont deux. Hein, ils sont deux. Il n'a fait pas qu'un seul. Hein. Corlys... il s'est un peu amusé. Par contre, on ne sait pas qui est la mère pour l'instant. En tout cas, je ne sais pas qui est la mère. Peut-être qu'on aura la réponse un peu plus tard. Alors, pareil, ce plan, il est incroyable. Bon, le texte est un peu coupé, mais en gros, il lui dit que te rappelles-tu? Pareil, mise en scène incroyable. Regardez-moi ce cadre. Donc, Aegon. Alors, ce qui reste d'Aegon. Allongé. Prise au piège. Tu vois, tu as un cadre là. Tu as un cadre avec le rideau. Son espace de vie, enfin ce qui vous reste d'espace de vie, c'est ça en fait. C'est un lit, c'est le lit, voilà. C'est tout ce qui lui reste comme air à vivre, comme espace à vivre. Qu'est-ce qu'il fait Aemon? Il rentre dans l'espace de vie, enfin de ce qui reste à son frère Aegon, et il occupe une grande partie du peu d'espace qui reste à son frère, et il lui pose la question, que te rappelles-tu? Une question très piège. Il n'y a qu'une seule réponse possible, je ne te rappelle rien, voilà. Pareil, masterclass vraiment ce plan. On voit qui est dominé, qui est dominant. On voit, voilà, on comprend avec le cadre, même si on coupe le texte, etc. On voit clairement ce qui se passe. Donc, en plus, il obscure la lumière qui vient de la fenêtre. Donc vraiment, c'est une ombre, c'est une ombre, tu sais, qui l'a envahi comme ça. Et pareil, ils seraient tous les deux sans le moindre témoin au château. Je pense que Aegon, il serait plus là. Hein. Donc voilà, guerre fratricide. Même au sein du cercle proche, voilà, c'est vraiment la thématique de House of the Dragons. C'est vraiment une époque, c'est vraiment une période, comment dire, sombre, hein, Game of Thrones où frère ou sœur, on s'en fout quoi. Le pouvoir est plus important. Alors, le fameux petit peuple, hein, qu'on a tendance à sous-estimer, bah là tout d'un coup il prend une forme de masse pas contente, une masse, comment dire, qui peut tout détruire en fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Rhaenyra, elle fait la guerre autrement, donc par la ruse, elle utilise un peu plus la tête que l'épée, et voilà, ça donne à ce genre de scène que je trouve assez intéressante. Un peuple affamé, bah, c'est un peuple que tu ne contrôles pas. Et c'est pas passé loin hein, pour les deux là. Hâte de voir comment il va gérer ça, Aemon, parce qu'Aemon, il aime pas trop discuter, toi. Il aime pas trop les compromis. Aemon, c'est plutôt soit tu écoutes ce que je dis, soit il t'arrive quelque chose de pas très sympa. Mais en même temps, est-ce qu'il peut punir tout un peuple, son peuple? Parce que si détruit son peuple, qu'est-ce qu'il reste à gouverner en fait? Je veux dire. Gouverner des cadavres, je vois pas trop l'intérêt. Donc, c'est pas son fort. Hein. C'est pas son fort, c'est plutôt un chevalier, un guerrier, hein, Aemon. Donc, on voit comment ça va évoluer, mais en tout cas, chez les Verts, ça sent pas très bon non plus. En fait, à chaque épisode, tu vois que les deux camps, ils perdent en fait. Ils perdent. Même quand il y a une victoire, c'est une perte en fait. Alors, lui, toujours présent. Lui, c'est le mastermind, tu sais, c'est le boss final, c'est genre le mec qui dit rien, il est tout le temps là, il susurre aux oreilles. Souvent, les mecs les plus dangereux, enfin les personnages les plus dangereux, c'est les personnages qui susurrent à l'oreille. Lui, il en sait trop, il sait beaucoup de choses et il est très très malin. Il le dit à un moment donné dans sa petite vie, là, enfin son petit speech, les gens qu'on a tendance à mépriser, c'est souvent. Enfin, faut utiliser ça comme une force. C'est-à-dire que comme il te sous-estime, il te voit pas. Et en fait, justement, c'est un personnage qui est invisible. Il est là, il est partout, il voit partout. Il a un œil sur tout, mais personne ne le voit. Un personnage très très bien écrit, vraiment très intéressant. Je pense qu'il sera là pendant très très longtemps dans cette série.
Je pense que ce sera l'un des derniers à mourir. Voilà, vu que personne ne le voit. Donc, un roi mourant lui demande de l'aide. Enfin, un roi lui demande de l'aide. Évidemment, il a un petit sourire, mais très subtil. Il est très bon, l'acteur. Il est très très bon. Je connaissais pas du tout cet acteur, Matthew Nedam, qui joue Lord Corlys. Il est très très bon. Donc, pareil, on va voir comment il va évoluer dans cette série. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, personne ne le voit. C'est le mec le plus dangereux, mais personne ne le voit. C'est ça qui est incroyable. Parce qu'en fait, vu que il marche avec une canne, les gens le sous-estiment, etc. Mais c'est vraiment lui l'un des plus dangereux. Alors, je suis désolé, mais ça, par contre, c'était moyen. C'était téléphoné de fou, en fait. Tout est fait pour qu'il meure, en fait. Quand un personnage dit j'ai réussi, tu sais qu'il meurt. Quand un personnage dit everything is okay, tu sais très bien qu'il va se passer une dinguerie derrière. Ça, tu vois, ça c'est téléphoné. Dès le début, je sentais qu'il allait canner. Dès le début. Donc, en gros, voilà, Rhaenyra s'est dit bon, on a le problème de dragonnier, on n'a pas assez de dragonnier. Bon, on va essayer de choper quelqu'un qui a du sang, un peu de sang de notre tribu pour chevaucher les dragons. Donc, il a dit ouais, viens toi, je crois que ton arrière-grand-mère du côté paternel ou maternel a jadis une fois trompé son biscuit avec quelqu'un du sang de notre tribu là, et du coup normalement tu dois avoir un certain pourcentage de. Non, en fait non. Donc c'était l'effet, enfin je sais pas si c'était fait, enfin c'était voulu, mais c'était l'effet comique de l'épisode. J'ai réussi, derrière il meurt. C'est un classique, hein. De toute façon, ça par contre j'ai pas trouvé ça très intéressant. On savait très bien, moi personnellement je savais très bien comment ça allait finir. Surtout quand il a dit, en plus quand il dit j'ai réussi, bon j'ai dit ouais c'est bon t'es mort. Allez vas-y meurs, qu'on passe à autre chose. On a compris, on sait que ça va être un fiasco ce truc. Mais sur le papier, Rhaenyra elle avait une bonne idée. Hein. Chercher des dragonniers qui ont eu à un moment donné copulé avec quelqu'un de leur sang et du coup ils ont techniquement du sang de dragonnier, voilà. En parlant de dragonnier, bah du coup, vu que Lord Corlys a trempé son biscuit à droite à gauche, bah du coup il a des enfants qui peuvent prétendre à chevaucher des dragons. Alors c'est marrant que Seasmoke décide de lui-même aller chercher son chevaucheur, voilà. Intéressant. Je sais pas si ça a été fait jusqu'à présent, mais en tout cas voilà, un dragon qui décide lui-même qui a compris que Rhaenyra avait besoin de dragonnier, qui comprend par lui-même qu'il aille chercher lui-même celui qu'il estime mériter la selle. Donc, je trouve ça intéressant. Vraiment, j'espère qu'on aura un peu plus d'informations sur comment fonctionnent ces dragons. Pour l'instant, on sait juste que ce sont des grosses bêtes, mais j'ai l'impression que le lore derrière eux peuvent être très intéressants à savoir, tu vois. Alors, on termine par l'épisode, par les 5 dernières minutes. Alors pareil, ce plan-là, très très bien joué. En fait là, jeu d'acteur incroyable, direction d'acteur incroyable. C'est un plan qui dure. Tu vois, en fait, c'est deux personnages qui s'enlacent. Bon, il n'y a rien de particulier. En fait, tu vois que le plan dure un peu plus longtemps que d'habitude. Ils s'enlacent un peu longtemps là quand même. Là, il y a juste un petit mouvement de main sur le cou, et qui commence à inspirer, respirer l'odeur de mi-cendre. Et là, tout d'un coup, voilà, quoi, ça part en galoche. C'est bien fait, et puis elle galoche bien. Ça se voit qu'elle galoche bien. Voilà. Cette scène, j'ai trouvé ça pareil, mise en scène, jeu d'acteur. Si les acteurs jouent mal, ça fait directement, ça fait cheap, tu vois. Là, ça passe de fou, en fait. C'est incroyable quand c'est bien fait. Hein. Je sais que ce sont des détails, mais justement, c'est dans les détails qu'on voit la qualité du travail. Voilà. C'est vraiment, revoyez la scène, vous allez voir que pour des acteurs, c'est pas facile à jouer. Hein. Combien de fois tu vois des plans entre deux personnages qui s'embrassent, tu vois que c'est tellement faux, quoi. Ils jouent la passion. C'est nul, jouer la passion. Il faut être la passion. Tu vois la différence ou pas? Jouer la passion comme jouer le charisme, tu vois. Ça sert à rien de jouer le charisme. Soit tu es charismatique, soit tu l'as pas, tu vois. Donc, jouer le charisme ou incarner le charisme. Là, pareil, jouer la passion ou incarner la passion. Ils ont réussi à créer une petite passion là entre les deux durant une scène assez touchante, hein, parce que bon, Mysaria vient juste de lui révéler un passé très sombre. Elle a été abusée très jeune et qu'elle ne peut plus avoir d'enfants. Et bon,
Je veux dire, c'est pas, ça donne pas très envie de, voilà, de se galoche, mais vu qu'ils sont dans une situation, comment dire, à fleur de peau, on peut comprendre que ça glisse, tu vois. On peut comprendre. Moi, je comprends. Je comprends. D'ailleurs, le plan suivant, je le trouve marrant aussi. Il y a un chevalier qui rentre dans la salle. Alors d'ailleurs, c'est marrant, les chevaliers qui toquent pas. Je veux dire, c'est quand même la reine, donc je sais pas, toque avant, quoi. Imaginons qu'elle se balade toute nue, il peut t'arriver une bricole, tu vois. Le mec, il rentre comme ça, sans dire toc toc toc, est-ce que je peux rentrer? Il rentre pour annoncer, voilà, une nouvelle, comme quoi Sismok a trouvé un dragonnier, pardon. Ce plan-là, bon, voilà. Évidemment, ils ont essayé de noyer le poisson. Bon, je sais pas si le chevalier comment dire, est aveugle ou pas, mais bon, ça se voit gros comme une maison qu'il s'est passé un truc là. Donc voilà, et on termine par lui. Lui, ça fait 3 épisodes ou 4 qu'il est sous champignon. Je trouve ça, c'est un peu le bémol de cette saison, pardon. Qu'est-ce qu'ils font de lui en fait? Le début de la saison, c'était fort. Il avait un rôle, bon, certes, important, mais qui ont eu des conséquences malheureuses. Mais là, ça fait 3 épisodes qu'il est sous champignon. Après, vous allez me dire, oui, mais ça fait un peu purgatoire. Il paye maintenant. Il a fait des choses pas bien au début. Enfin, pas bien. Très graves. Il a fait des choses très graves au début de la saison 2. Et maintenant, c'est un peu son purgatoire. Oui, mais il a fait des choses aussi très graves pendant la première saison. Donc, 3 épisodes de purgatoire, c'est bon. En fait, on a compris. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de lui, tu vois? En fait, on voit pas trop comment cette situation... comment dire? Je trouve que même l'acteur, il est pas très bon, là. Vraiment, ça fait 3 épisodes qu'il n'y a pas vraiment d'évolution. Si ça le travaillait un peu plus, il aurait dû avoir des cernes énormes, comme moi, tu vois, par exemple. Des cernes énormes et qui sont moins bien coiffées, qui commencent à être fébriles. À un moment donné, il joue la fébrilité, mais pareil, faut que à l'image, ça se voit. Je trouve que c'est un peu le petit bémol de cette saison 2. Ils savent pas quoi faire de Daemon. Il est censé chercher une armée. On voit qu'il essaye, mais on voit que gérer des humains, c'est galère, hein, comme tout le temps. Et que la nuit, il dort pas. Mais on a du mal à voir l'impact que ça a sur sa vie. Voilà, on voit des plans où tu vois qu'il est dans un rêve, mais on ne comprend pas trop le sens. Il faut que ça le travaille. Enfin, moi je trouve que ça, c'est pas très réussi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, j'ai pas trouvé ça intéressant. Surtout que ça fait 3 épisodes qui tournent en rond. Là, on sait que... En fait, maintenant, ce qu'on attend, c'est quand est-ce qu'il sort de ce royaume magique des champignons. Parce que t'as l'impression qu'il a mangé un truc ou il a signifié un truc qui fait qu'il il fait des rêves bizarres, tu vois. Enfin, des cauchemars bizarres. Donc j'espère qu'il va revenir un peu là, parce que là, ça fait 3 épisodes, ils savent pas quoi faire de lui. Donc wait and see, les amis. Donc voilà, les amis, on a fait le tour. Dites-moi ce que vous en pensez de ces 3 derniers épisodes, notamment le 6ème. En tout cas, plus ça va, moins ça va. Plus ça va, moins il y a des gens vivants. Je sais pas s'il y aura une 3ème saison, mais en tout cas, à la fin de la saison 2, je m'attends à ce qu'il y ait moins de gens. moins d'acteurs, d'actrices au casting. Mais en tout cas, c'est vraiment pour l'instant très bien écrit, avec une très belle mise en scène. Mais vraiment, c'est un des trucs que j'apprécie vraiment dans cette série. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.